Merci, mesdames, messieurs, merci de votre accueil. C'est un grand privilège d'être parmi vous. Je vais jouer malheureusement le rôle traditionnel des économistes de trouble-fête. Vous avez entendu parler d'ivresse technologique. Je vous apporte quelques petites doses de sobriété économique. À ce titre, je ne vais pas vous décevoir. À ce titre uniquement, je promets d'être fidèle à ma profession. Je vais parler de promesses, on a vu, de déception et de crainte, et peut-être de solutions. Vous avez bien vu, les bénéfices potentiels de la nouvelle technologie dans le domaine de la médecine sont immenses, spectaculaires. Et je vais vous parler de leur mise en œuvre, parce qu'une grande partie de ce potentiel risque d'être difficile à réaliser, pour une simple raison, c'est que les bénéfices et le pouvoir de décision sont localisés différemment. Autrement dit, les personnes qui ont le pouvoir de décision, de l'invention, du financement, du développement, de la mise en pratique de ces nouvelles technologies ne sont pas forcément les bénéficiaires les plus importants. Des solutions existent à ce problème, mais elles vont demander une meilleure compréhension des comportements. La simple raison, je vous rappelle, chaque technologie doit être développée par quelqu'un, doit être achetée par quelqu'un, doit être utilisée par quelqu'un. Il ne suffit pas d'avoir un bon potentiel, il doit avoir le suivi. Et je vais vous parler de suivi. Mon rôle n'est pas juste d'être le pessimiste dans la fête, mais c'est aussi de vous dire que lorsqu'on veut tout réinventer, on ne parle pas que des technologies en soi, on parle des structures, on parle des systèmes, parce que toute technologie se situe dans un système et une organisation humaine. Mais d'abord les promesses, et j'en retiens 3. Au-delà de la grande promesse de l'Internet que nous savons tous, nous a déjà informés, et aussi a donné un pouvoir aux patients face à la médecine. Le patient, désormais, déjà est mieux informé, a la possibilité de dialoguer sur une base d'informations avec les médecins qui n'avaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc les 3 promesses que je retiens, vous en avez entendu parler, tournent autour des objets diagnostiques connectés qui sont capables d'augmenter énormément les informations disponibles sur la santé du patient, et ce, en temps réel. Et ces informations sont disponibles théoriquement aux patients et à ceux qui s'occupent de lui. Non seulement les médecins, le système médecin, mais à ceux qui financent son traitement. Donc ça, c'est une promesse énorme. On va voir comment cette promesse peut être réalisée. Deuxième aspect, c'est que la réparation du corps en cours de route devient envisageable. On ne sait pas si cette promesse grandiose que des gens dans la salle vivent en 1000 ans sera vraiment réalisée ou pas. Il y a une chose dont je suis sûr, que je ne serai pas là pour le savoir. Mais ce qui est clair, c'est que la réparation de nos corps et de nos cerveaux est théoriquement une possibilité. Et troisièmement, et c'est peut-être l'aspect où je vais passer le plus de temps lors de ma présentation, c'est que les tests génétiques et autres vont rendre possible une médecine personnalisée pour chaque individu. Donc ce sont de belles promesses. Maintenant, je vais vous proposer quelques déceptions. Mais après vous avoir montré ce joli objet qui n'a pas encore été commercialisé par Samsung, mais qui est ouvert aux développeurs et qui va permettre, à travers ces différents senseurs, d'envoyer des informations en temps réel sur chaque individu à tous les utilisateurs de cette information, les médecins, les hôpitaux, tout le secteur de santé. Voilà quelques déceptions. Nous avons tout de même la technologie numérique depuis au moins 30 ans. Et nous constatons que l'utilisation de cette technologie dans le secteur médical progresse très très lentement. Aux États-Unis, je vais vous faire un certain nombre de constats sur la médecine américaine sans pour autant prétendre que leurs problèmes sont exactement les mêmes que les nôtres. Mais le secteur médical aux États-Unis a
3 décennies de retard par rapport aux autres secteurs. Si vous vous doutez de ce constat, juste posez-vous la question. Votre rapport avec des marchands de livres, votre rapport avec les hôtels où vous réservez vos séjours, ça a progressé, ça a changé, c'est méconnaissable par rapport à il y a 10 ans ou à 20 ans. Votre rapport avec votre médecin généraliste, au moins si vous êtes un peu comme moi, ressemble pas mal à ce que vous avez eu il y a 10, 15 ou 20 ans. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous, vous allez vous asseoir dans la salle d'attente. C'est exactement comme il y a 20 ans. Alors que quand vous cherchez un hôtel, c'est une expérience différente. Vous voulez un livre, en 30 secondes, vous l'avez commandé sur votre lecteur électronique, vous pouvez lire le livre dont vous aviez besoin, même en m'écoutant. Allez-y. Deuxième constat vraiment décevant, c'est que selon les études qui ont été faites, et je vous cite un rapport du RAND de 2014, les hôpitaux qui sont plus en avance par rapport à l'utilisation de la technologie numérique n'ont pas systématiquement de meilleurs résultats, des résultats en termes de santé, que les hôpitaux qui s'en servent moins. Et pourquoi ? C'est en grande partie parce que on utilise la technologie, mais on ne réalise pas le potentiel de cette technologie. Je vais y revenir plus tard, mais notamment, je parle de la technologie des fiches médicales informatiques, les Electronic Medical Records, où on voit que les hôpitaux qui s'en servent ont des résultats en termes de santé qui sont exactement les mêmes que les hôpitaux qui ne s'en servent pas du tout. En gros, l'explication n'est pas très surprenante. Le médecin, il tape ce qu'il a tapé dans son ordinateur, ça l'empêche, à son sens, de parler librement avec le patient. L'information est là, mais l'information n'est pas utilisée. Troisième déception, on a ces tests de biomarqueurs depuis longtemps, depuis une bonne dizaine d'années. Mais selon une étude du National Center for Health Statistics aux États-Unis, le nombre de personnes qui ont eu un test génétique de marqueur pour les cancers du sein et des ovaires a augmenté très très peu en 10 ans. Le chiffre était de 0,4% en 2000 et 0,6% en 2010. Les gens se méfient de ces tests et parfois ils ont raison. Ils ne savent pas qui va se servir de l'information. Et en plus, une étude qui a été faite des résultats de cette enquête montre que c'est dans les États des États-Unis où les protections de la vie privée des gens, et notamment de l'utilisation de l'information qui est fournie par ces tests, est plus faible, que les gens sont les plus réfractaires à prendre les tests. Il y a donc des obstacles dans la perception des gens, et des obstacles qui ne sont pas du tout stupides. De vraies craintes par rapport à l'utilisation de l'information qui sont un obstacle à la progression de la technologie. Et maintenant, je viens à de vraies craintes. Vous savez tous que le nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques est en grande croissance. On compte maintenant 2 millions de cas actuels aux USA d'infection de bactéries résistantes aux antibiotiques. 2 millions de cas par an. Il y a aussi les virus qui ressurgissent. Il y a donc l'épidémie d'Ebola récente qui était la plus importante. On croyait s'en être débarrassé, ouf, enfin, mais lundi dernier, la Libérie a annoncé un nouveau cas. Je reviendrai à l'Ebola plus tard. Plus généralement, le vieillissement et la prospérité des populations augmentent les taux d'obésité, de diabète, d'Alzheimer. Donc on a l'impression de gagner en quantité de vie et d'en perdre en qualité. Si la médecine va nous permettre de vaincre des maladies physiques pour en avoir plus d'Alzheimer, est-ce qu'on sera vraiment dans un monde meilleur ? Et plus généralement, il y a une perception politique auprès de nos concitoyens que les dépenses de la santé dans le revenu national augmentent. Est-ce qu'on vit mieux ? C'est clair, si on regarde un certain nombre de chiffres sur les maladies anciennes, on vit mieux, mais on vit plus longtemps. Est-ce que l'avenir est aussi radieux que celui qui était dépeint dans le film que nous venons de visionner ?
Voilà, donc je ne veux pas être seulement pessimiste. Je veux dire que les aspects positifs du tableau et les aspects négatifs du tableau font partie du même tableau. Et que pour réaliser les aspects optimistes, il faut repenser non seulement les technologies, mais aussi les structures, les organisations humaines. Voilà donc, juste pour compléter le tableau, une carte du monde avec le pourcentage de nouveaux cas de tuberculose qui ont une version résistante aux antibiotiques. Et vous voyez, ce n'est pas un hasard que c'est dans l'ex-Union soviétique que le pourcentage de nouveaux cas est le plus élevé. Mais il y a un peu partout dans le monde des cas à un taux qui va entre 3% et 6% de nouveaux cas, et cela ne peut qu'augmenter dans les années à venir. Là, je vous avais dit que le nombre de nouvelles antibiotiques approuvés est en baisse constante depuis 30 ans. Donc, au même moment où nous avons plus de bactéries qui nous posent un défi de trouver des solutions, le nombre de solutions qui arrivent sur le marché est en baisse. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ces craintes ? Je vais commencer par vous donner un certain nombre d'études de cas où nous avons une possibilité technologique, nous avons un obstacle humain ou organisationnel à la mise en œuvre de cette possibilité pour nous faire réfléchir sur les solutions éventuelles. Deuxième exemple, les défibrillateurs implantés. C'est une technologie qui existe théoriquement depuis quelques années, mais qui peine à progresser. En partie parce que les résultats moyens sont relativement médiocres. Il y a énormément d'effets secondaires et beaucoup de patients ne trouvent pas vraiment de bénéfices. Il y en a, pourtant, qui bénéficient énormément. Mais les conditions qui conduisent à certains patients à bien réagir aux défibrillateurs et à d'autres patients à réagir moins bien sont encore très peu connues. Il y a quelques pistes de recherche, mais posez-vous la question, qui va faire cette recherche? Avec quelle incitation? L'effet primaire serait de couper le marché pour ces défibrillateurs en une petite proportion de patients qui en bénéficient. Qui va faire cette recherche? Je vous dis donc, la conclusion un peu triste, c'est que le premier impact de la médecine personnalisée est de réduire la taille de marché pour chaque traitement. Ce n'est pas le seul impact. Il y a un deuxième impact un peu triste, c'est que pour essayer de lutter contre cet affaiblissement de la taille du marché, la tentation sera grande d'utiliser les informations rendues possibles par la médecine personnalisée pour tailler le financement par individu. Les compagnies d'assurance, notamment, vont se dire « Ah, c'est très bien, si on sait que vous êtes un patient avec une très bonne santé, on va vous proposer des taux d'assurance beaucoup moins élevés. » Mais méfiez-vous, si vous tombez dans le cas de quelqu'un qui a une maladie qui s'annonce pour d'ici 30 ans, vous allez vous trouver sans possibilité d'assurance ou avec une assurance très chère. Autrement dit, la médecine personnalisée menace d'augmenter les inégalités financières associées aux inégalités déjà dans l'accès au traitement. C'est que ceux qui ont le mauvais sort d'avoir un génome qui annonce des maladies à venir, dès que ça se sait, vont se trouver doublement dommagés à cause de leur maladie et à cause du fardeau de financement qui suivra ensuite. Voilà, je vous donne maintenant un deuxième exemple de problème d'incitation. Est-ce que les brevets dans le système actuel donnent des incitations à la médecine curative et contre la prévention? Alors c'est une question qui, de longue date, on sait que pour certains médicaments, notamment les vaccins, les problèmes sont connus depuis longtemps. Il est très difficile de trouver beaucoup de rentabilité dans un brevet pour un vaccin parce que très souvent les gens
qui bénéficient du vaccin ne sont pas en mesure de payer leur traitement. Donc, depuis longtemps, on sait que c'est surtout les pouvoirs publics qui doivent intervenir dans le financement du vaccin. On sait aussi que certains organismes caritatifs, je parle notamment du Gates Foundation, font des incitations et offrent souvent des prix dans des systèmes assez innovateurs pour les vaccins. Mais maintenant, nous savons qu'il y a d'autres problèmes. Il y a une étude qui a été publiée il y a juste 3 jours dans la prestigieuse revue en sciences économiques American Economic Review par une équipe de chercheurs américains avec l'intitulé « Do Firms Underinvest in Long-Term Research ?» Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de comparer les traitements pour des étapes différentes de cancer, notamment pour comparer les traitements qu'on utilise très tôt dans la progression du cancer avec les médicaments qu'on utilise très tard. Ils ont fait un constat très simple, c'est que pour montrer l'efficacité d'un traitement tardif, il vous faut relativement peu de temps. Pourquoi ? Parce que vos patients sont déjà à risque de mourir très rapidement. Donc s'il y a une amélioration, vous allez faire le constat dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et votre essai clinique va donc démontrer son efficacité, s'il y en a, dans une période de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors que si votre traitement est censé produire une amélioration dans les taux de survie à partir d'une maladie qui est déjà dans une étape très préliminaire, il va vous falloir 10, 12, 15 ans pour en faire le constat. Et un essai clinique qui dure 10, 12, 15 ans coupe en moitié la période de la durée des brevets, puisque, vous savez tous, les brevets durent à partir de la date de dépôt et non pas à partir de la date de la commercialisation. Alors vous allez me dire, bon, c'est un argument bien théorique, est-ce qu'on sait que ça fait une différence ? Mais bien sûr, voilà donc, tiré de cette étude, le nombre d'essais cliniques qui ont été faits par rapport au traitement préventif, vous les voyez en droite de la figure, et par progression vers la gauche pour des traitements à des étapes plus avancées de la maladie. Et vous voyez donc que la concentration d'essais cliniques est beaucoup plus forte lorsqu'il s'agit de traitements très tardifs. Alors que, vous pouvez tous faire le calcul mental, que le bénéfice qui résulte d'un traitement préventif ou d'un cancer qui est encore très localisé, en termes de durée de vie augmentée, va être beaucoup plus important, sauf que c'est un bénéfice qui va prendre plus longtemps à s'annoncer. Et dans le système de financement de la recherche actuelle, ça va être un frein important au développement de ces traitements préventifs. Voilà, je vais vous parler d'un 3e problème d'incitation. Et ceci concerne l'informatique intelligente qu'on utilise dans la relation quotidienne entre le médecin et le patient. Nous savons que l'informatique intelligente peut faire beaucoup de choses qui sont actuellement faites par les médecins et les paramédicaux, notamment en question de diagnostic. Ça peut libérer les médecins à faire ce que les êtres humains font le mieux, c'est-à-dire le relationnel. Vous savez tous que les généralistes sont souvent débordés, ils ont quelques minutes à interagir avec le patient, et ce qu'ils font avec le patient, c'est de faire un diagnostic qui pourrait très facilement être fait par votre smartphone ou sur Internet. Et quelque part, il y a un dysfonctionnement. Mon médecin n'est pas plus performant que l'Internet et que mon smartphone par rapport à l'analyse des informations sur ma condition, mais c'est ce qu'il fait. Il est bien mieux pour l'aspect humain et relationnel de cet échange. C'est quelqu'un qui va m'accompagner dans ma détresse. C'est quelqu'un qui va m'assurer que le rôle d'un accompagnement psychologique dans la médecine est aussi important que le rôle d'une bonne diagnostic à partir de l'information. Sauf qu'il n'a pas le temps.
Et un système qui, par exemple, réduirait le nombre de visites aux généralistes en faisant la diagnostic par d'autres outils, réduirait ainsi les revenus des généralistes, à moins qu'on puisse trouver un moyen de financer leur intervention sur le plan relationnel. Donc, le grand défi serait de mettre en place des incitations adaptées aux réalités organisationnelles. Et on voit également dans l'utilisation de la technologie dans le secteur hospitalier que la raison pour la lente progression de cette technologie, c'est que contrairement à des cas dans le secteur privé, il n'y a pas de champion de cette technologie. J'ai une collègue qui travaille sur justement ces questions-là aux États-Unis et elle fait souvent l'analogie très utile entre l'utilisation de la technologie dans le secteur privé. On peut prendre l'exemple des compagnies de transport aérien, où très très rapidement les technologies, notamment de réservation en ligne, ont été utilisées. Elle m'a expliqué que la raison est très simple, c'est que vous avez toujours dans une société de transport en ligne un champion pour cette technologie, quelqu'un qui est chargé de vendre un certain nombre de places dans chaque vol. Si c'est 120 places, c'est 120 places, c'est pas 80, c'est pas 150. C'est très difficile de faire tout ça à partir de papier. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui milite dans l'organisation pour l'introduction de cette technologie. Une fois la technologie en place, il y a les gens du système, du département commercial qui vont se dire « Ah tiens, puisque maintenant nous avons les données sur le taux, l'évolution en temps réel du nombre de réservations sur un vol X, nous pouvons augmenter les tarifs en fonction. » Donc, il est très clair de comprendre pourquoi dans les sociétés de transport aérien, on a eu un taux d'adoption très rapide de ces technologies. Comparez cela aux hôpitaux. Qui est le champion? En gros, les décisions importantes sont faites par des médecins qui, en général, s'entendent moyennement bien avec les informaticiens. Les médecins, ils trouvent que le premier impact des Electronic Medical Records, c'est d'interférer dans leur communication avec le patient. Au lieu de parler comme ça et puis faire des notes, ils doivent taper en même temps. C'est rédhibitoire à une relation humaine. Les médecins sont donc les anti-champions de l'introduction de cette technologie dans le système hospitalier. Mais sans champion, une technologie ne peut pas s'implanter dans une organisation humaine. Donc, il y a ce premier défi de trouver des champions de ces technologies au sein du système. Et la réponse, il n'y aura pas de solution universelle. Il faudra une solution qui va de technologie en technologie. Pour une technologie X, le champion sera Y. Pour une différente technologie, il faudra un autre champion. Et tout cela en respectant le deuxième défi de ne pas briser la relation de confiance que chaque patient a avec son médecin. Vous devez être confiant que votre médecin non seulement est compétent pour la diagnostic, mais qu'il ou elle soit fiable sur le plan humain, qu'il ou elle va respecter la confidentialité de vos données, qu'il ou elle va être là quand vous en avez besoin et surtout quand vous êtes en état de détresse. Alors, j'ai été très pessimiste jusqu'ici, mais des solutions existent. Et heureusement, aux États-Unis, nous avons des comparaisons assez systématiques entre l'utilisation de la technologie des Electronic Medical Records dans le secteur hospitalier général ou classique, avec un contre-exemple qui est très important, c'est la Veterans Health Administration, qui, contrairement à la plupart du système hospitalier américain, est un système plus ou moins homogène, avec des lignes de commande très claires et un budget à maîtriser. Et le Veterans Health Administration fonctionne très bien avec le système de Electronic Medical Records depuis une quinzaine d'années. Ça marche très bien, il n'y a aucune incompatibilité avec le système de Electronic Medical Records et le système hospitalier, mais il faut des lignes de responsabilité très claires. Il faut des champions. La Veterans Health Administration a des champions de la technologie informatique. Le secteur hospitalier américain, en général, n'en a pas. Deuxième type de solution, pour ce qui est vaccin et pour ce qui est maladie orpheline, et je vous rappelle, entre parenthèses, que la logique
de ce que je vous ai dit sur la médecine personnalisée, c'est que à terme, toute maladie devient une maladie orpheline. Votre état de santé vous sera unique. Pour les vaccins et pour les maladies orphelines, nous savons maintenant que les modes de financement qui sont plus hétérogènes, où il y a une partie de financement privé, une partie de financement public, une partie avec des systèmes parfois de rachat de brevets, de programmes publics, de subventions, ce sont souvent des systèmes de financement plus complexes et plus hétérogènes et plus taillés sur mesure, qui ont souvent des résultats très impressionnants. Malheureusement, les budgets publics sont souvent serrés. Et d'ailleurs, je vous montre ici des chiffres sur un déséquilibre qui s'annonce entre le financement public et le financement privé aux États-Unis. Donc, vous comparez la courbe en bleu clair qui est constituée par les dépenses en recherche et développement par les compagnies privées de pharmaceutiques aux États-Unis et les financements des National Institute of Health Research. Vous pouvez vous dire, tout de même, les NIH, ça n'a pas trop baissé tout de même, mais détrompez-vous parce que le coût de lancement, par exemple, d'un nouveau traitement est en augmentation réelle depuis des années. Maintenant, ça coûte par molécule lancée sur le marché en moyenne un bon $1 milliard. Et donc, le fait que les financements publics ont stagné plutôt que baissé n'est pas une aussi bonne nouvelle que ça. Pour les épidémies, il y a aussi d'autres solutions. Et là, je pense que les solutions sont plus innovatrices qu'on imagine. Il y a notamment la coopération entre les épidémiologues et les chercheurs sur le comportement humain. Je vais vous donner un exemple. Ici, dans The Public Library of Science Current Outbreaks en 2014, on avait comparé la progression de l'Ebola en 3 pays, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ce qu'on a mesuré surtout, c'était l'évolution de ce qu'on appelle le Effective Reproduction Number, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qui résultent d'un cas original dans chacun de ces 3 pays. Or, il y a peu de temps, les épidémiologues avaient tendance à considérer le nombre de nouveaux cas infectés par un cas donné comme si c'était un paramètre de l'organisme, du pathogène. Alors que nous nous rendons compte désormais que c'est le résultat d'une interaction complexe entre le pathogène et le système social autour. Et il suffit de comparer la réaction des autorités au Libéria à cette maladie avec la réaction des autorités au Nigeria, parce qu'il y a eu des cas au Nigeria, mais ça n'a jamais eu l'ampleur que dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'au Libéria, les autorités avaient annoncé la quarantaine avec une grande fanfare, et la quarantaine représentée pour la plupart des malades comme une peine de mort. En quarantaine au Libéria, vous serez mis quelque part avec d'autres malades, avec un traitement médical très peu adapté. Et le résultat a été au Libéria une grande fuite de gens qui craignaient être mis en quarantaine, qui, par conséquent, avaient augmenté la tendance de l'infection à se propager. Alors que au Nigeria, quand il y a eu les premiers cas, les autorités ont réagi beaucoup plus intelligemment, sans panique. Ils avaient contacté tous les contacts des personnes déjà repérées et ils avaient incité à ces individus à se rendre volontairement pour un traitement médical avec des conditions adaptées non seulement au bon traitement de leur maladie, mais à une condition confortable où ils ne seraient pas trop exposés à l'infection par d'autres malades. Donc, on voit qu'il ne suffit pas d'étudier les qualités biologiques des pathogènes, mais il faut comprendre l'interaction entre les qualités biologiques et le système de comportement des gens autour.
Pour les essais cliniques, il y a aussi des solutions. Notamment, il y a des programmes fast track d'examen de brevet. On utilise ça jusqu'ici pour un certain nombre de brevets pour des maladies importantes, mais c'est un système qui vaut le coup d'être généralisé. Et cinquièmement, pour le vieillissement, on explore maintenant l'utilisation des objets connectés pour aider à la surveillance des personnes en danger. C'est très important pour moi personnellement. Je pars cet après-midi rencontrer mes parents qui sont dans une situation où on se pose beaucoup de questions à la surveillance de leurs conditions. Et a priori, la présence d'objets connectés qui pourraient surveiller leur comportement et signaler des problèmes nous est une très bonne nouvelle. Mais la surveillance peut être la prison aussi. Si, comme il est possible maintenant, on utilise les objets connectés pour développer une espèce d'image du comportement typique d'une personne âgée pour signaler aux aides-soignants un comportement atypique, ça semble très bien. Mais réfléchissez, il suffirait d'une grasse matinée un peu inhabituelle pour que tout d'un coup les pompiers essaient de défoncer la porte. C'est une situation que si nous mettons en place la technologie sans réfléchir sur la condition humaine des gens qui vont être touchés, nous risquons de nous trouver dans des situations que nous allons regretter. Voilà, donc j'arrive à terme de mon intervention. J'ai une petite horloge que vous ne voyez pas qui me signale qu'il va falloir que je finisse dans 1 minute. Je ne vais pas tirer de conclusion trop facile parce que vous aurez compris, il n'y a pas de solution magique au problème de manque d'incitation de la mise en place de ces nouvelles technologies assez enivrantes. Les possibilités sont immenses, mais chaque technologie a besoin de champions dans le système, et les champions n'existent pas toujours. Pour trouver ces champions, il va falloir adapter le système d'organisation de la santé à chaque technologie, à chaque invention. Et il faut penser aussi aux retombées pour le public plus généralement. Il ne suffit pas de dire, voilà, les champions de la technologie de surveillance du vieillissement, c'est les proches du patient, c'est ceux qui s'occupent du patient. C'est aussi le patient lui-même qui va en souffrir ou en bénéficier des conséquences. Il faut donc une réinvention totale, à la fois sociologique, physique, philosophique et non seulement économique, et certainement pas seulement technologique, de nos possibilités pour demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Oh, Paul, vous pouvez rester 1 minute parce que on a des questions. Pour que tout le monde le sache, on a un système de questions par Internet et de questions par l'application qui m'arrive ici. Et donc, je profite du fait que vous soyez là, on a encore 5 minutes. Je retiens quand même le fait que, bon, vous avez parlé de beaucoup de problèmes qui se posent, mais il y a quand même des solutions. Vous avez tous noté qu'on a quelques voies positives. Et il y en a une qui a fait tilt, c'est le mot coopération et collaboratif, qui me paraissait important. J'ai une question d'un étudiant en pharmacie qui vous demande, on parle beaucoup de nouvelles technologies et de leurs coûts, mais comment les rendre accessibles à toutes les populations ? Oui, c'est une question très importante et malheureusement la solution va dépendre de la technologie en question. Parce que vous savez bien que le développement des technologies est très souvent extrêmement coûteux, et non seulement coûteux mais risqué. C'est-à-dire que pour chaque technologie qui marche, qui arrive à la commercialisation, il y a un bon nombre d'essais, d'idées qui étaient prometteuses, mais qui ne se sont pas révélées réussies. Donc nous avons à équilibrer 2 types de souhaits. Le premier souhait, c'est de bien financer les investissements, et l'autre souhait est de les rendre accessibles aux populations, surtout
pour un certain nombre de technologies pour les populations très défavorisées. Je pense notamment au paludisme qui tue un très très grand nombre de gens par an dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Alors, pourquoi je dis que la solution n'est pas simple, c'est que soit on milite pour une solution, on va dire, entièrement étatique, on dit l'avantage de l'intervention de l'État, des États par les subventions, et que lorsque la technologie a été rachetée et ceux qui ont investi dans son développement ont été récompensés, on peut désormais rendre la technologie accessible à un grand nombre de gens à un coût qui représente juste le coût marginal qui est souvent très très faible. Il y a deux problèmes de cette solution comme solution universelle. Le premier est un peu évident, c'est que les budgets des États sont serrés pour des raisons politiques et il faut quand même se rendre compte que si les électeurs ne sont pas prêts à payer le coût de ce genre de solution, il va falloir en trouver d'autres. Mais deuxième problème, et on en parle un peu moins, c'est que très souvent, si on utilise cette intervention de l'État, il va falloir choisir entre les différentes technologies candidates. Et l'avantage du système de brevet que nous avons actuellement, c'est que finalement, le brevet récompense non seulement les technologies qui ex ante semblaient prometteuses, mais qui se sont avérées utiles et importantes ex post. Et l'inconvénient d'un système de subvention, c'est qu'il a beaucoup plus de mal à choisir entre les technologies prometteuses et les technologies réussies. Alors, ce qui ne veut pas dire je ne suis absolument pas contre un système d'intervention. Et il y a aussi des systèmes hybrides, comme par exemple le rachat par les autorités publiques des brevets. C'est-à-dire, l'avantage du brevet, c'est que le brevet montre un petit peu la réussite de la technologie, mais les autorités publiques peuvent intervenir ex post pour racheter des brevets et ensuite rendre accessibles les traitements aux populations. Mais ce que vous voyez dans cet exemple, c'est qu'une solution ne vaut pas pour tous les problèmes. Pour certaines technologies, le système de brevet reste relativement efficace. Je vous ai indiqué que le système de brevet, par exemple, pour les traitements pour le cancer, a beaucoup de problèmes. Et parfois, le rachat de brevet est un système hybride qui marche. Parfois, comme par exemple pour le paludisme et pour d'autres maladies qui sont très importantes dans les pays pauvres, on peut essayer de chercher des solutions qui sont entièrement publiques ou peut-être un hybride de solutions publiques et solutions de fondations caritatives privées. Merci. J'ai une autre question, je crois. Vous évoquez la résistance des médecins à ces nouvelles technologies. Quelle sera l'influence de la diminution de la population médicale sur cette attitude? C'est en effet une possibilité. Je ne prétends à aucune expertise sur cette question. D'ailleurs, la résistance des médecins à ces nouvelles technologies, je tenais à le dire, n'est pas une résistance irrationnelle. C'est une résistance souvent qui est issue de la différence de rôle du médecin quand il est face à son patient et le rôle de l'organisateur du système dans lequel le médecin fonctionne. Il est vrai que dans un certain nombre de pays, les relations entre les médecins et les managers s'est plutôt empiré parce que les médecins ont perçu l'influence grandissante des managers comme une espèce de dévalorisation de leurs propres compétences et de leur propre rôle. Dans les secteurs où ça a marché le mieux, j'en ai un certain nombre de cas en tête, mais malheureusement, je n'en retiens pas les noms. Mais si la personne qui vous avait posé la question, vous êtes anonyme, mais si vous voulez bien m'écrire par mail, je vais essayer de vous trouver le cas. Où, notamment,
lorsque les managers dans un système hospitalier essayent de mettre des critères budgétaires, des critères d'efficience dont notre président vient de nous parler tout à l'heure, qui contraignent l'utilisation d'une certaine technologie, ces contraintes sont surveillées par des comités de médecins qui veillent à établir un bon équilibre entre les critères, on va dire, managériels et les critères médical traditionnel. Et il semble que lorsqu'on a ce dialogue entre les médecins et les managers qui est instauré par des mécanismes formels et avancés de dialogue entre ces différentes professions au sein des hôpitaux, ça marche beaucoup mieux que si on a une espèce de guerre confrontationnelle entre les médecins qui veulent faire des choses de leur façon et des managers qui leur mettent des contraintes qui ne sont pas assumées, qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas comprises par le corps médical.